Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Chercher, créer, innover sont des activités inscrites au cœur de l'intelligence humaine. Et c'est le thème de l'innovation que je voudrais aborder aujourd'hui avec mes invités. Avec Michel Julkiewicz, vous êtes secrétaire général d'une association européenne qui s'occupe justement d'innovation et vous êtes ingénieur civil de formation. Et vous, François Burin, vous êtes ingénieur commercial de formation et vous vous occupez plutôt du secteur public, de l'innovation dans le secteur public. Alors vous vous attendez, ma question, elle est évidente. Messieurs, qu'est-ce que c'est que l'innovation? Innover, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Monsieur le maire, je dirais que il semble, quand on voit le cours de l'histoire, qu'il est inscrit dans, sinon les gènes, en tout cas la culture de l'homme, d'avoir cette espèce de créativité permanente, d'inventer de nouvelles choses, d'inventer de nouvelles idées, etc. Ça n'est pas un effort, c'est quelque chose qui se fait plus ou moins naturellement. Alors, des inventions, de la créativité, il y en a partout, il y en a toujours eu, évidemment en fonction des connaissances de l'époque, mais toutes ces inventions, toute cette créativité, que ce soit dans la poésie, dans l'art, dans la technologie, etc., ne conduisent pas nécessairement à des produits ou des services qui un jour sont soit commercialisables quand il s'agit du secteur privé, soit au service du citoyen quand il s'agit du secteur public. Et donc l'innovation, c'est ce passage, et on confond souvent les deux notions, entre les résultats de la recherche et du développement à quelque chose qui finalement est une entité qui peut servir idéalement, ça n'est certainement pas toujours le cas, mais qui peut servir idéalement à améliorer le sort de l'humanité, à améliorer la qualité de vie. Vous voulez dire qu'il n'y a pas nécessairement une perspective morale ou philosophique, mais le moteur qui existe dans l'âme humaine nous pousse à chercher, à innover, à trouver de meilleures solutions aux problèmes qui se posent à nous. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui ont quelques années comme c'est de vol, comme c'est votre cas et le mien, se souviennent du film de Kubrick, Space Odyssey 2001, où à un moment donné, on voit l'homme qui découvre l'outil. C'est au départ la pierre, il découvre l'outil. Et à partir de cet outil, ça a été une quête incessante je dirais, d'améliorer, de trouver de nouvelles manières de procéder pour se simplifier la vie, pour pouvoir accomplir des tâches qui n'étaient pas possibles avant. Au début, c'était la force humaine, puis ça a été le levier, puis ça a été le treuil, puis ça a été les grues, puis c'est la force hydraulique, mécanique, etc. Et donc, au cours du temps, l'homme qui, en tant qu'animal, il faut reconnaître que ce n'est pas celui qui saute le plus haut, qui court le plus vite et qui est le plus costaud. Donc, par rapport aux forces de la nature qui l'environnaient, il n'était pas le mieux nanti. Il avait par chance un assez gros cerveau qui fonctionnait bien et il a suppléé à ses carences physiques ou physiologiques par la création de toute une série d'outils qui ont conduit à des biens ou des services et qui lui ont permis de se développer, d'atteindre le stade actuel. Il s'est facilité la vie en quelque Absolument, sorte. absolument. Alors vous dites, pour arriver au stade actuel, mais le chemin a été fort long, hein, depuis, vous parliez de l'âge de la pierre, bien sûr. Le chemin a été fort long. Le chemin a été long et chaotique, et parce que comme dans toute évolution, évidemment, comme on ne connaît pas le but ultime à atteindre, et du reste, il n'y en a pas, l'intérêt est plus dans le chemin que dans le but à atteindre, il y a des errements. On a pris des voies de chemin de traverse qui se sont avérées sans issue, et puis on a repris un autre cours. Et il faut ajouter à ce sentiment, je dirais, semble-t-il, inné de créativité qu'on trouve chez l'homme, le problème de la mémoire, parce que pendant de très nombreuses décennies, siècles, voire millénaires, on ne parvenait pas à fixer l'information autrement que par la tradition orale. Et donc, énormément de choses qui avaient été inventées en cas d'épidémie, de famine, de guerre ou autre cataclysme, disparaissaient parce que la connaissance n'était pas fixée. Et puis il y a eu les pétroglyphes, il y a eu les dessins, les grottes de Lascaux, il y a eu l'écriture, et tout doucement, on a pu capitaliser sur ce qui avait été inventé avant et ne pas perdre ainsi toute la connaissance. Donc il y avait à la fois deux choses, c'est la créativité qui conduisait à des innovations et
un langage ou des langages qui ont permis de fixer l'information de manière à ce qu'on ne doive pas, comme on dit communément, chaque fois réinventer la roue. Mais alors aujourd'hui, nous disposons des moyens techniques pour mémoriser toutes ces recherches. Et j'imagine qu'aujourd'hui, les innovations sont très multiples, sont exponentielles. Qu'en pensez-vous, Oui, je François dirais Durin? que c'est à la fois pour s'adapter et survivre, comme l'a dit Michel, mais c'est aussi, je crois, pour répondre aux besoins, ou répondre mieux aux besoins de l'être humain qui sont multiples et chaque fois trouver une solution qui permet de mieux répondre aux besoins ou mieux répondre sous la contrainte. Parce qu'il y a des contraintes, on vit dans le monde d'aujourd'hui, des contraintes financières, des contraintes technologiques, des contraintes d'efficacité, des contraintes environnementales. Les contraintes sont très très nombreuses. Donc le monde est complexe. Et comment répondre mieux à ces besoins sous la contrainte? Alors vous parliez justement des implications financières. Je vais me faire un instant l'avocat du diable en vous disant, mais au fond, toutes ces innovations, elles n'ont qu'un seul but lointain, c'est le profit. Le profit des industriels, le profit des grandes compagnies. Est-ce que vous pouvez répondre à cette objection? Ouais, je dirais que vous n'avez pas tout à fait tort et vous n'avez pas tout à fait raison. Mais ouf. Me semble-t-il, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que, effectivement, la recherche, qu'elle soit en termes de produits ou de services, coûte parce qu'il faut payer des gens qui y travaillent. Et donc, pour payer cette recherche, il faut fatalement des fonds. Et toutes les sociétés ou les groupements qui sont, je dirais, producteurs de biens ou de services, en tout cas dans le domaine du privé, ont à cœur de pouvoir financer cette recherche et par ailleurs, dans un système qui est le nôtre, le système capitaliste, de rétribuer les actionnaires, de payer le personnel, les équipements, etc. Donc il faut dégager effectivement des bénéfices. Et donc on peut dire que l'innovation sert à faire de nouvelles choses que l'on vendra à la place des anciennes qui deviennent obsolètes, à faire des mêmes choses que ce que l'on fait aujourd'hui, mais peut-être à un meilleur coût, et que par conséquent, il y a un but évident de profit. Ceci dit, il n'y a pas que cela, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, et ça n'est pas un leurre, sont de plus en plus jugées sur ce qu'on appelle en anglais la triple bottom line, c'est-à-dire qu'on juge sur trois arguments. D'une part, le profit, proprement dit, d'autre part, l'environnement, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est de plus en plus réglementé et dans un grand nombre de cas à juste titre. Donc c'est ce qu'on appelle planet et profit. Et il y a un troisième élément qui est très important aujourd'hui, qu'on ne peut plus éviter, et c'est certainement aussi une innovation de type sociétal, celle-là, c'est people, c'est les gens. Ce sont les 3 P. Oui, les 3 P. Et donc, par conséquent, dans la recherche d'innovation, les entreprises, qu'elles le souhaitent ou non, mais je crois quand même un certain nombre, ne leur prêtons pas des intentions, ne leur faisons pas un procès d'intention en leur prêtant des intentions néfastes, sont attentives aux 3, parce que si on a un personnel de qualité que l'on veut garder, si on veut attirer de nouvelles recrues de qualité, l'attention aux personnes est importante, à leur bien-être, aux possibilités de grandir dans la société, et pas seulement financièrement. Si on veut, disons, respecter les contraintes environnementales, voire quelquefois les anticiper, puisque maintenant, par exemple, dans l'industrie automobile, certaines sociétés sont en avance sur les exigences en termes de gaz d'échappement, de CO2, etc., pour les années à venir, on est obligé de faire attention à l'environnement. Et enfin, il n'y a rien à faire. Si on veut assurer la pérennité d'une structure comme une entreprise, voire d'un État d'ailleurs, on est obligé de regarder l'aspect financier. Et les 3 aspects sont importants. Donc oui, il y a certainement dans l'innovation, quand c'est une innovation de processus ou de procédé, c'est-à-dire faire la même chose moins cher, par exemple, ou faire de nouvelles choses qui seront des produits pour le futur que l'on vendra quand ceux d'aujourd'hui seront dépassés. Il y a une recherche de profit, mais pas seulement. Pas seulement. Parce que s'il n'y avait qu'une recherche de profit, même en dehors de tout contexte moral, les entreprises, d'une certaine manière, comme on dit communément, se tireraient un peu une balle dans le pied. Mais je pense que, comme le dit Michel, il faut un critère. Toute innovation n'est pas bonne à prendre. Donc, ou bien elle répond à un besoin, et auquel cas il y a des gens qui sont prêts à payer parce que ça répond effectivement à un besoin. Et on peut adopter là un point de vue microéconomique, celui de l'entreprise. L'entreprise va faire un profit parce qu'elle met sur le marché des produits ou des services qui répondent mieux à un besoin.
et auquel cas il y a des gens qui vont payer pour consommer ce produit et ce service. Et c'est vrai aussi d'une certaine manière dans le secteur public. Si on met sur le marché, pour tout le monde, pour la collectivité, un meilleur service, on trouve une justification à payer ses impôts. Bien sûr. Je dis Bien sûr. qu'il y a un rapport entre Bien sûr. le redevable d'impôts, le contribuable et Le service que l'État lui qui est apporte, rendu. bien sûr. On comprend mieux le lien à partir du moment où cette valeur ajoutée existe. Et si on regarde même l'entreprise privée qui fait un profit microéconomique, on peut dire que si on regarde ça d'un peu plus haut, au point de vue macroéconomique, ben, il y a un bénéfice pour la société. La société trouve, vous savez, c'est la somme des profits des entreprises forme le produit intérieur d'un pays. Et c'est-à-dire que les sociétés collectivistes, comme on en a connu, comme on en connaît encore quelques-unes, ne sont pas innovantes, ne sont pas tendues vers l'innovation. Je crois que vous avez raison. L'innovation ne se réalise que quand il y a un cadre propice à l'innovation. C'est-à-dire quand on permet à des individus, souvent des individus qui se trouvent dans la minorité, à avoir des idées, les mettre en valeur, des idées dissonantes, différentes de celles de la majorité et du consensus, disant tiens, moi j'ai une bonne idée, je pense qu'il faudrait faire comme ceci. Généralement, ces idées naissent dans une petite partie, pas nécessairement dans la hiérarchie. Non, bien Peut-être sûr, à c'est parfois le l'intérieur. chercheur de base. C'est peut-être la personne qui est à l'accueil qui sait comment le mieux il faut Bien accueillir sûr. les gens. Et cette idée, si on l'émet et qu'elle est réprimandée, si on dit non, ça, on ne va jamais en tenir compte, elle ne voit jamais le jour. Donc le cadre dans lequel ça se passe, il est clair qu'une dictature permet moins d'innovation ou une société très planifiée, comme vous l'évoquiez, de type soviétique, disons. Oui, ou collectiviste. Ou collectiviste peut-être, mais en tout cas très planificatrice. Oui, bien sûr. Si on sait ce qui va se passer dans 10 ans, ben, il ne va pas y avoir d'innovation entre ici et 10 ans, puisque tout est prévu à l'instant zéro. Donc je crois très fort que le fait, disons un peu libéral dans le sens premier du terme, qui permet l'initiative, favorise l'innovation. Oui. Là, Michel. j'ajouterais justement que, renchérissant sur ce que dit François, effectivement, dans les sociétés de type collectiviste, par exemple, dans le bloc soviétique d'avant 89, avant la chute du rideau de fer, il y avait de la créativité, car nous avions des tas de scientifiques, des artistes, etc. Mais pas d'innovation. elle était contrôlée aussi. La créativité, pas trop, parce que la créativité reste au niveau des idées. Oui. Et tant que ce n'était pas de la créativité politique, alors là, oui, ça sûrement que là, c'était moins facile. Mais de la créativité sur le plan des services, de certains biens, d'innovation. Oui, il ne fallait pas que les idées aillent contre le système. Hein. Vous connaissez les théories Absolument. relatives à Lysenko Absolument. en Oui, génétique. bien sûr. Alors là, Et là, on passe de l'idée à l'innovation. C'est-à-dire que tant que la créativité reste au niveau de l'idée, du prototype, de l'expérience de laboratoire, ça ne gêne pas grand monde, car ça reste dans un vase clos. À partir du moment où on essaie d'extrapoler les résultats de cette recherche, où par ailleurs l'Europe est extrêmement bien positionnée en termes de recherche, développement et créativité, mais on veut l'extrapoler à une innovation, c'est-à-dire finalement un service ou un produit, soit vendable quand il s'agit du privé, soit au service du citoyen quand il s'agit du public. Là, ce passage de la recherche-développement à l'innovation, c'est là que la subversivité peut être perçue ou non. Et là, effectivement, dans des systèmes plus totalitaires, c'était beaucoup plus difficile. Ceci dit, il faut reconnaître qu'en Europe, et la Commission européenne qui a lancé à nouveau, c'est son 8e programme cadre de recherche qui s'appelle Horizon 2020, qui vient de démarrer maintenant en janvier, est très attentive à cela. Il y a d'énormes statistiques sur Eurostat et ailleurs qui montrent bien qu'en Europe, on a des idées, on n'a peut-être pas beaucoup de pétrole, comme on disait dans le temps franc, on a certainement des idées, mais le nombre d'idées qui se concrétisent sous forme d'innovation est beaucoup plus faible, par exemple, qu'aux États-Unis, qu'en Corée ou qu'en Chine. Et on analyse évidemment ces phénomènes, on ne se borne pas au constat, et ce que l'on détecte de plus en plus, c'est que, le marché européen est extrêmement fragmenté. 2, la diversité culturelle, la diversité de langues, la diversité des législations entre les 27, maintenant 28 pays de l'Union, fait que c'est très difficile. On le voit bien, on s'accorde facilement sur tout ce qui est culturel, kermesse au boudin et autres. C'est plus difficile quand il y a un aspect financier ou de pouvoir qui est impliqué. 3, nous avons aussi
je dirais, une aversion du risque en Europe. Je parle du risque d'investissement dans des start-up ou dans de l'innovation, c'est-à-dire des choses qui pourraient peut-être devenir formidables, mais dont on n'est pas certain, qui pouvaient dire que Google, Facebook, Apple, Microsoft, il y a 20 ou 30 ans, ou même 10 ans pour Facebook, allaient devenir des sociétés dont la valeur boursière dépassait des groupes industriels qui ont pignon sur rue depuis des décennies. Personne ne pouvait le prévoir. Et pourtant, ça s'est passé. Et donc, chez nous, en Europe, cette aversion au risque est plus grande que dans d'autres pays. Et donc, de ce fait-là, cette fameuse vallée de la mort, comme on l'appelle, qui est le passage de l'invention à l'innovation, avec de l'injection de capital, du travail, des idées, mais surtout quand même des fonds, et le sens du risque, est beaucoup plus faible chez nous que dans d'autres régions, notamment aux États-Unis. C'est un problème que la Commission européenne a bien perçu, sur lequel elle travaille. Les solutions ne sont pas simples parce que nous ne sommes pas encore, loin s'en faut, aux États-Unis d'Europe. Les États-Unis d'Europe ne sont pas comme les États-Unis d'Amérique. Je ne parle même pas de consensus, mais même pour s'aligner, quand on a pris une décision commune, la réponse est plutôt coup-ci, coup-ça. On est d'accord, mais quand même, dans certaines limites. Et donc, par conséquent, le climat propice à l'innovation, ce n'est pas simplement un climat de liberté, parce qu'on pourrait dire, si le pays n'est pas totalitaire, s'il y a une forme de démocratie et tout. Mais c'est une condition nécessaire, sine qua non, nécessaire mais pas suffisante. Mais pas suffisante. Donc, si je vous comprends bien, ce sont les Américains qui sont les plus grands innovateurs. Pour le moment, avec la Corée, certainement. Avec la Corée. Avec la Corée, oui. Et la Chine est en bonne voie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, Européens, pour regagner des parts de marché, si j'ose dire? Ben, je dirais... François Murat. Oui, François va répondre à simplement, ma je place. voulais préciser que c'est sans doute vrai dans le monde des entreprises, c'est beaucoup moins vrai dans le secteur public. Oui. Les États-Unis ne sont pas le leader de l'organisation, de l'innovation et de Ce l'organisation serait-nous des les secteurs. Européens qui seraient les leaders? Je ne dirais pas les Européens, mais il y a des pays européens dans lesquels le secteur public est très performant, très développé et sert de modèle à beaucoup de secteurs publics dans le monde. C'est le cas des pays scandinaves notamment, où, pour parler d'innovation, au Danemark, il y a un ministère de l'innovation. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Oui, tout à fait. Et en Australie ou au Canada, sont plutôt ces pays-là qu'on regarde en matière de gestion d'innovation, à la fois parce qu'ils ont une politique, et Michel l'a dit très justement, c'est sans doute culturel. Il faut de l'humilité quand on est dans le sommet de la hiérarchie pour tolérer l'innovation, parce que ça nous renvoie à nos préjugés, ça nous renvoie à nos a priori. La nouvelle idée, c'est celle qu'on n'a pas nécessairement eue soi-même. Donc il faut pouvoir l'accepter. Ce n'est pas le cas de tous nos élus, en tout cas dans les pays qu'on connaît bien, d'avoir cette appréhension de ce que l'élu avec un grand E peut recevoir comme image d'une idée qui vient d'ailleurs. Pourtant, il cherche à faire le bien public, l'élu. Et donc l'innovation peut favoriser très largement le bien public. C'est une dimension morale quand même, l'innovation. Certes, mais même, et là pour rebondir un peu sur le secteur public, d'abord c'est une problématique à laquelle on s'intéresse. Il y a effectivement le Collège d'Europe à Bruges, avec une série d'instances de la Commission européenne qui ont tout un dossier d'études sur l'innovation dans le secteur public. Donc c'est une problématique qui est véritablement étudiée. Qui n'est pas négligée. Qui n'est pas négligée. Mais il y a un problème, je dirais, d'horizon temporel. C'est-à-dire que, d'abord, avoir raison trop tôt, c'est souvent avoir tort. Ensuite, pour changer des manières, des modes de fonctionnement, je parle maintenant du secteur public, c'est vrai dans le secteur privé aussi, mais on s'attache au secteur public, il faut du temps. Il y a une résistance au changement. Nous en avons tous. Aujourd'hui, nous avons l'air ici, en parlant d'innovation, d'être à l'abri de cet écueil, mais pas du tout. Dans certains domaines qui nous touchent de près, on serait sans doute un peu réticent parce qu'on a pris des habitudes, etc., et que c'est bien confortable. Ça aussi, ça fait partie de la nature humaine. Il y a cette espèce de dichotomie entre à la fois la créativité et en même temps le fait de vouloir quand même rester dans un environnement qui est familier. Et ce qu'il y a, c'est la différence d'horizon temporel, dans ce sens que l'horizon temporel pour un mandataire politique, c'est généralement les prochaines élections. L'horizon temporel pour la concrétisation des résultats d'une innovation, ça peut parfois dépasser cela. Je veux dire, si on veut faire le RER en 2025 et que c'est un dossier épineux à Bruxelles, est-ce que beaucoup de politiciens vont prendre des risques importants, quel que soit le parti, pour un projet dont on verra éventuellement à la conclusion
que dans 15 ans, ou dans 12 ans, ou dans 10 ans, alors que le mandat politique, l'horizon, d'ailleurs cette année-ci, on le sait, est très proche. Donc, et je dirais, on peut même pas, ça n'est même pas critiquable, ça fait partie de la nature humaine. Et donc, cette différence d'horizon entre l'introduction d'innovation et les effets positifs et l'horizon politique fait que parfois il y a des choses qui sont mises sur le côté, même si on sait que ce sont à terme de bons projets. Parce qu'on joue plus sur le court terme. Le malheur veut, et ça c'est presque une limitation, je dirais, naturelle, c'est qu'on a montré au cours de l'histoire que la somme de court terme ne fait pas nécessairement un long terme. En effet. Et en ajoutant sur l'aspect gestion du changement, c'est très très important. À mon avis, 80% de l'effort d'innovation, ce n'est pas tellement d'avoir l'idée, et même de l'avoir conçue et de l'avoir prête à la mise en œuvre. C'est la réaliser. C'est la réaliser et c'est vaincre les barrières qui vont se situer au niveau de cette mise en œuvre de la part de tous les acteurs. Mais ces barrières, d'où viennent-elles ces barrières? Ce sont des barrières politiques, ce sont des barrières d'organisation sociale, ce sont des barrières industrielles. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des freins? Vous parliez du RER, ça me paraît assez évident pour le bien public. Pour le bien public, bien sûr. Il faut réaliser. Mais dans la mesure où, par exemple, pour le RER, je ne connais pas le dossier dans le détail, mais nous savons, parce qu'on le lit dans la presse, qu'il y a un certain nombre d'instances qui doivent participer à la décision, dont on peut penser, et c'est sans doute le cas, qu'elles ont dans un certain nombre de cas des intérêts divergents. Il faut donc trouver une sorte de commun dénominateur. Ça n'est pas facile. Il faut faire des concessions. Notre pays est là à l'art du compromis, mais néanmoins, ça n'est pas facile. De la même façon qu'on n'a jamais fermé le ring du côté d'Uccle, le RER est un dossier qui, techniquement, pour ce qui est de la réalisation, ça coûte cher, mais c'est connu. Ça n'est pas un problème technologique. Mais pour le mettre en place en, disons, satisfaisant plus ou moins toutes les parties prenantes, ce qu'on appelle en anglais les stakeholders, ça, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, il y a des résistances qui sont de ce type-là, qui sont, je dirais, de type politique, mais dans l'industrie, il y a parfois des résistances d'un autre genre. Par exemple, nous avons une usine qui fabrique des boîtes en plastique pour mettre des aliments. Et c'est tout un processus. On commence avec des petites pastilles de plastique qui sont fondues, qui sont mises en forme. In fine, à la fin, on a des boîtes emballées qu'on vend dans les supermarchés. Bon. Et puis quelqu'un dit, moi j'ai un procédé pour faire ça, mais à basse température, avec moins d'énergie, moins de ceci, moins de cela, qui donne le même résultat, les mêmes qualités, mais ça coûte moins cher. Donc on se dirait, l'entreprise va le faire tout de suite. Sauf que ça suppose construire une nouvelle ligne de production. Et l'entreprise n'a pas encore amorti la ligne de production avec laquelle elle travaille. Donc, elle risque de dire, et ça se voit régulièrement, j'ai rencontré dans ma carrière, écoutez, c'est une très bonne idée, on verra dans 2-3 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord amortir la ligne de production actuelle. Et puis, à ce moment-là, cette idée est encore valable, ou peut-être plus, parce qu'il y a déjà mieux sur le marché. Voilà. Et donc, ces contraintes-là, il y a des contraintes, je dirais, elles sont toutes fondées, mais pas sur les mêmes arguments. Parfois, c'est sur des arguments financiers, parfois, c'est sur des arguments politiques, et puis, parfois aussi, l'homme reste de l'homme, c'est sur des émotions, nous ne sommes pas que des machines, nous ne fonctionnons pas comme un tableau Excel où on analyse en bas de colonne les chiffres et on dit la meilleure solution c'est ça. C'est la vieille histoire de la personne qui doit acheter une voiture, qui sait qu'il faut une familiale qui ne coûte pas plus que, etc., et qui sort finalement avec un coupé. Parce que l'achat coûte cœur. Et donc, il y a cette dimension émotionnelle existe. Je crois qu'il ne faut pas la négliger. Ça fait partie de l'homme aussi, et ça fait partie de notre charme. Le jour où nous serons tous des robots, où nous serons dans le transhumanisme, ça n'existera peut-être plus, mais nous n'aurons plus non plus la conversation avec un brin de fantaisie que nous avons ce midi. Il y a dans la conception, parce qu'on peut rester au stade de l'idée, de la bonne idée, de l'idée à laquelle même tout le monde va adhérer, en se disant tous les stakeholders dont parlait Michel vont trouver que c'est une bonne idée qui apporte des bénéfices à tout le monde. L'idée évidente, le RER, tout le monde sur le principe est d'accord. Ah oui. Et puis il y a la manière dont on gère le processus de mise en œuvre de cette idée. Et très souvent on voit que ça va mieux quand on travaille avec les gens et quand on ne veut pas leur imposer une solution. Ça facilite un peu les choses, que chacun puisse s'approprier la bonne idée et même un tout petit peu la modifier. Il faut qu'on accepte qu'elle soit un tout petit peu adaptée, un petit peu modifiée pour faire en sorte qu'elle soit mise en œuvre et non pas qu'elle vienne comme un bloc
c'est ma bonne idée et je vais l'imposer, je vais passer en force. Et en général, ça Oui, fonctionne il faut pas. tenir compte de la psychologie des individus. Voilà. Mais absolument, Oui, et j'ai c'est un compris. petit peu comme quand les amis psychologues qui me décrivent un peu leur travail, que je ne connais pas, et qui me disent, mais tu sais, nous n'apportons pas la solution. On travaille avec le patient, on lui pose des questions, on lui fait faire des réponses, qu'il amène lui-même à trouver la source du problème. Et donc la solution. Voilà. Oui. Et c'est un peu pareil, je pense que c'est quelque chose que François fait beaucoup dans ses missions, et moi dans les miennes, c'est, on a une idée. D'abord, on n'est pas sûr, parce qu'une idée, elle est bonne pour nous, mais on en discute avec un certain nombre de nos pairs. Et après un certain temps, il y en a qui tombent à l'eau, mais on en garde l'une ou l'autre. Et puis on se dit, bon, ça a l'air d'être vraiment, apparemment, une bonne idée. Et puis dans l'organisation où on veut la mettre en œuvre, on commence par parler de leurs problèmes, par parler des lourdeurs, des difficultés. Et tout doucement, de faire émerger chez les concernés le fait que c'est peut-être, il y a lieu de changer. Et quand on est arrivé à ce degré-là, je dirais, de conscience, de prise de conscience, là, on peut amener éventuellement une nouvelle solution qui sera alors adoptée de manière plus fédérative parce que étant le résultat d'une réflexion qui vient de la base. Donc c'est la fameuse approche, comme disent les anglo-saxons, bottom-up, du bas vers le haut, plutôt que quelque chose d'imposé du dessus. Eh bien, je vous remercie. Je pense qu'on a réfléchi sur le progrès de l'humanité en parlant de l'innovation aujourd'hui. Je vous remercie, Michel Jutkiewicz. Je vous remercie, François Burin, pour votre participation à notre émission. Mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.